Merci. J'espère que vous n'allez pas penser que je vous raconte des mensonges maintenant. Ça met un peu de pression. En fait, moi, je veux venir vous parler de quelque chose qui me déprime profondément. C'est la pollution. Il y en a partout dans notre environnement. Mais rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Fait qu'on va plutôt aller du côté des solutions, ce qui me réjouit beaucoup plus à aborder avec vous comme problématique aujourd'hui. Je présente dans un premier temps un paysage vert. C'est bucolique, c'est verdoyant, il y a des petits nuages. Vraiment, j'aurais envie d'aller gambader en plein milieu de la prairie ici, puis je suis sûre qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui viendraient me suivre. Donc, parmi les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais parler en particulier de la phytorémédiation et je vais vous définir ça dans quelques instants. Si on a de la pollution et qu'on canalise cette pollution-là, par exemple, dans un égout, ça va être relativement simple de filtrer l'eau, de mettre une usine de traitement et de s'en débarrasser. En fait, l'être humain est ingénieux pour envoyer de la pollution un peu partout, mais on utilise souvent l'ingénierie pour venir à bout de nos problèmes de pollution. Si on contamine, par contre, un écosystème, il va falloir encore utiliser de l'ingénierie, mais au lieu d'avoir une usine de traitement, on va utiliser une pompe puis essayer d'enlever le plus possible du contaminant qu'on a répandu dans notre environnement. Par contre, si le sol est contaminé, bien là, il va carrément falloir aller faire ce qu'on appelle en bon français du dig and dump. Ce que ça veut dire, on excave à quelque part ce qui est contaminé et on le dompe ailleurs. C'est un peu déplacer le problème. Parfois, on est capable de traiter le sol excavé, mais pas tout le temps. Donc, c'est une solution assez drastique. Ça décoiffe un peu le paysage, comme vous pouvez voir en arrière. C'est très coûteux. Ça va être bon dans une situation d'urgence, mais pas tout le temps. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans le Grand Nord. Il n'y a pas de route d'accès. Vous faites quoi? Vous prenez un hélicoptère pour amener l'excavatrice, puis vous partez votre terre avec une excavatrice pour l'amener plus loin. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas des solutions qui fonctionnent bien quand on est en région éloignée. Et de plus en plus, on transporte des produits chimiques, des contaminants, que ce soit du pétrole ou d'autres produits, dans des régions sur de vastes étendues de terre, que ce soit par train, par pipeline aussi. Et on a un fort potentiel de contaminer des endroits de plus en plus difficiles d'accès. Évidemment, il y a des groupes environnementalistes qui vont nous dire arrêtez, il faut limiter notre dépendance au pétrole, arrêtez de transporter ces produits-là un peu partout, mais la société n'est pas encore rendue à avoir complètement éliminé les sources de pollution. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Il faut trouver d'autres méthodes créatives de venir à endiguer la pollution qu'on met dans notre environnement, que ce soit des produits pétroliers, des produits comme des pesticides, des produits synthétiques. On veut décontaminer. Et au lieu de toujours se tourner vers l'ingénierie, c'est quand même intéressant de se tourner vers ce que la nature fait, parce que la nature fait bien les choses. Donc, revenons à notre paysage agricole si beau, si bucolique. Imaginez-vous qu'à chaque année, ce ne sont pas des déversements accidentels de produits chimiques qui se déroulent dans ces paysages-là typiquement, mais bien des déversements volontaires. D'accord, les concentrations sont peut-être moins élevées que quand un train se fracasse puis déverse tout son pétrole d'un seul coup, mais néanmoins, sur des grandes étendues de terre, on va mettre des petites quantités de fertilisants ou de pesticides qui vont finir vraiment par polluer l'écosystème si ce n'est pas bien contrôlé. Prenez par exemple les fertilisants. Un excès de fertilisant, s'il n'est pas entièrement capté par les plantes qui poussent dans le champ, va finir par ruisseler vers les cours d'eau. Rendu là, il va favoriser la prolifération d'algues. Certaines de ces algues-là peuvent même produire des toxines et ça va être nuisible pour les poissons dans l'écosystème. Mais ce n'est même pas toutes les algues qui sont nuisibles, en fait. La chose qu'elles ont en commun, par contre, c'est qu'elles n'ont pas une durée de vie indéfinie. Et quand l'algue va mourir, il y a des microbes qui vont s'attaquer à son corps pour la décomposer. Et ces microbes-là sont tellement actifs qu'ils vont capter une bonne partie de l'oxygène qu'il y a dans l'écosystème. Ça peut même devenir une mort complètement anoxique. Il n'y a plus assez d'oxygène pour que les poissons survivent. Ça se produit dans les ruisseaux, dans les fleuves et même jusqu'à l'océan. Donc, ce n'est pas heureux d'avoir trop de nutriments, de fertilisants qui ruissellent vers les cours d'eau agricoles. Les pesticides maintenant. Depuis la révolution industrielle, les pesticides nous ont vraiment aidés à augmenter les rendements. Du moins, c'est la conclusion qu'en tire la majorité des personnes. Mais peut-être parmi vous, il y en a qui ont l'âge de se souvenir, ce n'est pas mon cas, de Rachel Carson, qui avait écrit le livre Printemps silencieux pour décrier la problématique des pesticides vraiment très toxiques et très persistants dans l'environnement. Depuis ce temps-là, on a mis en œuvre le développement de plusieurs autres pesticides de synthèse qui sont beaucoup moins toxiques et persistants dans l'environnement.
Je vous mentionne 2 exemples. Le premier, un insecticide, la famille des pyrétrinoïdes. Ces insecticides-là, on les utilise abondamment. En fait, c'est le choix numéro 1 si vous avez un envahisseur domestique que vous voulez éradiquer avant qu'il vous mange la tête, comme c'est le cas ici. Les pyrétrinoïdes, on dit qu'ils sont faiblement persistants dans l'environnement. C'est vrai, ils se dégradent beaucoup plus rapidement que le DDT, par exemple. Par contre, c'est un pesticide, si on le met dans un milieu fermé, comme un silo à grains, il peut persister jusqu'à 1 an. Et oui, il est vraiment moins toxique que les insecticides qui l'ont remplacé. D'une façon chronique aiguë, là, à court terme, ça va être moins toxique, mais d'une façon chronique à long terme, à petite dose, on a découvert, par exemple, qu'il pouvait atteindre la fertilité, atteindre le développement intellectuel chez les enfants, même causer des cancers. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont moins toxiques qu'ils ne sont pas toxiques. Prenons un autre exemple, le glyphosate. Le glyphosate, vous le connaissez peut-être déjà, mais vous ne connaissez pas le nom de la molécule chimique. Le Roundup, commercialisé par Monsanto depuis les années 70, ça a révolutionné la façon que les agriculteurs font de l'agriculture aujourd'hui. On dit que ça augmente vraiment les rendements. Enfin, on l'utilise à toutes les sauces. Vous pourriez aussi bien l'utiliser dans l'entrée de garage devant chez vous pour vous attaquer aux mauvaises herbes que pour faire sécher les grains de blé dans un champ avant la récolte, dans un verger de pommes, dans un verger d'oranges. Mais l'endroit où on l'utilise le plus abondamment est vraiment dans toutes les sphères où on peut utiliser le glyphosate, ça va être dans la culture du maïs et du soya, qui sont génétiquement modifiés pour y résister. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un plant de maïs. Et ce plant de maïs-là, il est très verdoyant. Pourtant, on vient juste d'appliquer le glyphosate dessus. Mais lui, on a changé son code génétique pour qu'il puisse y résister. La mauvaise herbe à côté, par contre, n'est pas aussi chanceuse. Elle se meurt. Et ça fait le bonheur des agriculteurs parce qu'il n'y aura plus de compétition entre le maïs et la mauvaise herbe. Mais qu'est-ce qui arrive quand on met ce pesticide-là dans l'environnement? Bien, ça cause encore une fois des problèmes de santé. Il y a une grande agence internationale qui vient de classer le glyphosate comme cancérigène le mois dernier. Vous imaginez que chez Monsanto, ça brasse fort pour trouver une contre-étude à la question. Donc, il y a des gens qui voudraient, encore une fois, bannir les pesticides de synthèse du milieu agricole. On n'est pas encore rendu là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers des solutions. Et c'est ici que je veux introduire le sujet des phytotechnologies. Phyto, c'est très simple. En grec, ça veut dire plante. Donc, transformer les plantes pour les faire travailler pour nous. C'est quand même pratique. Je vous mentionne un premier exemple. Imaginez, vous êtes le long d'une autoroute, vous vous rendez dans le nord pour faire du ski et vous voyez des maisons juste à côté de l'autoroute. Ils ne doivent pas dormir très bien. Donc, parfois, on va construire des murs pour empêcher la pollution sonore. Et on peut faire des murs vivants qui sont vraiment efficaces en plus d'être esthétiques. Et autre chose que ces murs vivants-là peuvent faire, c'est séquestrer le carbone. C'est une des plus grandes problématiques de l'humanité en ce moment, là, les changements climatiques. Et si les plantes peuvent prendre le carbone que dans l'atmosphère et le fixer dans leur bois, eh bien, on est gagnant. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de la phytorémédiation. Donc, on revient à nos histoires de pollution environnementale. La phytorémédiation, en fait, c'est d'utiliser la plante comme outil de décontamination, que ce soit pour l'eau, pour le sol ou même parfois pour l'air. Ce que la plante elle va faire, c'est qu'elle va absorber les contaminants qui sont dissous dans l'eau, elle va les prendre dans son corps. Si, par exemple, vous avez un énorme camion qui va vaporiser un champ avec des herbicides, la plante peut aussi intercepter les gouttelettes d'herbicides avant qu'elles se rendent au ruisseau voisin. C'est assez bénéfique. Et un coup que les polluants sont rendus dans le corps de la plante va les séquestrer, soit les garder fixés dans ses feuilles, dans ses branches. Elle peut aussi carrément briser les molécules par son métabolisme. Elle peut aussi faire de la volatilisation. Si vous prenez un polluant qui est volatile, la plante le prend dans son corps, ça passe dans les feuilles, ça s'évapore dans l'atmosphère, donc ça nettoie votre sol. Évidemment, les plantes ne travaillent pas seules. Elles vont travailler en étroite association avec une panoplie de micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des champignons, qui vont faire une bonne partie du travail de décontamination. Je présente la molécule de glyphosate ici et notre ami le microbe qui va aller dégrader la molécule pour la rendre un peu moins toxique. Mais là, ne pensez pas que tous ces organismes-là font ce travail-là pour notre bon plaisir. Hein? On s'entend, la plante a besoin de décontaminer son environnement pour ne pas s'intoxiquer et le microbe cherche à manger quelque chose. Au Québec, on a mis de l'avant une politique qui requiert le respect de la végétation en bordure de tous les cours d'eau agricoles sur une largeur d'au moins 3 mètres.
On appelle cet espace-là la bande riveraine. Et c'est une phytotechnologie qui nous permet de décontaminer la pollution diffuse qui est récurrente dans les milieux agricoles. Ça agit littéralement comme un filtre contre la pollution. Mais la science est formelle. Plus la bande riveraine est large, plus elle est efficace. Alors pourquoi on a choisi un compromis de 3 mètres? Est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment, personne qui le sait. Donc, un grand groupe de chercheurs, professeurs, étudiants associés s'est penché sur la question. C'est une équipe multidisciplinaire avec des biologistes, des chimistes, mais aussi des gens des sciences sociales. Si vous dites à l'agriculteur, ça vous prend une bande riveraine, mais qui n'en veut pas, il faut comprendre pourquoi. Ça vient d'où? Donc, parmi les personnages qu'il y a ici présents, à part mes illustres directeurs, il faut que je leur rende hommage, Marc Lucotte, Michel Labrec, le personnage le plus important ici, c'est Salix miabeana. Qui c'est ça? Salix miabeana, c'est un saule à croissance rapide. On l'utilise régulièrement pour décontaminer des terres, de l'eau. Et ici, on veut voir si ce serait le candidat idéal pour le mettre en bande riveraine. On veut voir s'il serait plus efficace, en fait, que la nature quand elle fait pousser ce que les agriculteurs aiment appeler, affectueusement, des mauvaises herbes sur le bord de leur champ. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié pour voir si les mauvaises herbes ou la friche qui va pousser naturellement sur le bord des ruisseaux avec des plantes indigènes ou même des espèces qui viennent d'ailleurs, va être moins efficace que les saules qu'on va planter très densément ou un peu moins densément. Comment on fait pour mesurer l'efficacité? Bien, on va échantillonner de l'eau avant la bande riveraine, après la bande riveraine et à différentes profondeurs. Pour échantillonner en surface, on utilise un équipement super scientifique, c'est une chaudière qui va capter le ruissellement de surface. Un peu plus en profondeur, c'est des lysimètres, des tubes de plastique creux desquels on retire entièrement l'air et ça va absorber à travers une bougie de céramique poreuse l'eau qui se trouve dans le sol. Un peu plus en profondeur, quand le sol est saturé, c'est facile, on a un piézomètre, un grand tuyau de plastique qui se rend jusque dans la nappe phréatique. Nos échantillons vont se décliner en une série de petites bouteilles de toutes les couleurs qui vont nous permettre de mesurer les nutriments, les pesticides, le carbone qui va être dissous dans l'eau. Qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Comme d'autres avant nous l'ont observé, la première chose, c'est qu'on diminue le ruissellement de surface. Pourquoi? Parce que quand les gouttelettes d'eau arrivent en surface très rapidement et frappent la bande riveraine, ça va réduire leur vitesse. En plus, les racines creusent des canaux dans le sol et ça favorise l'infiltration. La plante prend de l'eau pour ses propres besoins, mais peut aussi créer beaucoup d'évapotranspiration, donc faire sortir l'excès d'eau par ses feuilles, l'envoyer dans l'atmosphère, ce qui va créer un déficit d'eau au pied de la bande riveraine et empêcher le ruissellement de rejoindre les cours d'eau. Deuxième chose, ça va aussi freiner la terre. Imaginez-vous, il y a une pluie intense. Je suis dans le champ, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, puis la pluie se met à dévaler la plante, elle ramasse la terre, puis à un moment donné, elle va super vite, puis là, paf! Elle se cogne sur une plante. Elle arrête drette sec. Les particules de terre sont déposées juste avant la bande riveraine. C'est le même processus. Ensuite, si c'est des nutriments dissous, par exemple les nitrates ou les phosphates, la plante en a besoin pour s'alimenter, donc elle va les absorber par ses racines et séquestrer ces nutriments-là dans son bois, dans son corps. Donc, si on procède à la récolte des tiges, on va exporter définitivement hors du système les nutriments. Et finalement, j'ai parlé tout à l'heure des microbes qui œuvrent dans le sol, qui peuvent transformer les nitrates dissous en une forme de gaz qui est non dommageable. En fait, ça compose 70 de notre atmosphère qu'on respire. Ça va être du N2, du diazote. Donc, côté pesticides, comment ça fonctionne la bande riveraine? Eh bien, on met notre molécule de glyphosate dans le champ. Elle va se faire décomposer en partie par des microbes, d'autres parties vont s'accrocher aux particules de terre, mais il pleut. Il pleut toujours au Québec l'été, quelquefois. Il y a une partie qui va se ramasser en direction des cours d'eau, qui va se mettre à ruisseler. Et si elle rejoint des écosystèmes sensibles, ça va affecter les animaux. Et ultimement, nous, on boit de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, on risque de s'intoxiquer avec cette eau-là. Donc, on veut que notre bande riveraine soit efficace. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait beaucoup de glyphosate dans le champ, et de l'autre côté de la bande riveraine, il y en avait un peu moins. C'est heureux, la bande riveraine fonctionne. Peut-être pas suffisamment pour tout enlever, par exemple. On voit qu'aux concentrations qui restent après la bande riveraine, ça peut quand même être toxique pour les animaux. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Ce n'est pas la panacée, mais ça nous aide. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme conclusion? C'est que la bande riveraine, il y a plusieurs choses qui vont affecter son efficacité. On parle toujours d'une bande riveraine de 3 mètres ici, parce que c'est ce que notre politique provinciale nous demande, mais ce n'est pas tous les polluants qui vont être filtrés de la même façon.
Si ça a fonctionné pour le glyphosate et les nitrates, c'est heureux, mais ça n'a pas fonctionné du tout pour les phosphates dissous. Donc, dépendamment du type de pollution qu'on a, une même phytotechnologie ne peut pas faire tout le travail. Ça dépend aussi du site. C'est sûr, sur une terre compactée, l'eau ne pénètre pas bien dans le sol. Il va y avoir plus de ruissellement de surface. Ça fonctionne différemment que sur un sol qui est bien drainé, où l'eau va rentrer en profondeur, à la profondeur où les racines des plantes peuvent faire leur effet. Finalement, la saison. Au printemps, il y a beaucoup de neige qui fond d'un seul coup. Ça entraîne un ruissellement assez intensif de particules de terre érodées, de nutriments, de pollution qui s'en va vers les cours d'eau. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec la végétation de la bande riveraine? Elle fait dodo, elle est en dormance. Donc, ce n'est pas là qu'on va avoir la plus grande efficacité, même si, ultimement, c'est à ce moment-là qu'il y a la plus grande décharge de polluants qui passe depuis les champs vers les cours d'eau. Et ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'au début, je vous ai dit que le sol était si beau, si fin, il pousse vite et tout. On pensait qu'il serait plus efficace que notre friche, les herbes qui poussent spontanément en bordure des champs. Et ce n'est pas ce qu'on a vu. En fait, ils étaient aussi efficaces l'un que l'autre. Alors, pourquoi un agriculteur se donnerait le trouble de planter du saule quand la nature, qui pousse toute seule, fait déjà si bien les choses? Eh bien, c'est potentiellement pour produire de l'énergie. Je vous présente la bande riveraine la première année de mon projet. On venait de la tailler jusqu'au sol. Déjà, la deuxième année, ça pousse très vite. La troisième année, on a vraiment des véritables monstres, certains qui peuvent aller jusqu'à 8 mètres de haut. Imaginez si on prend tout ce saule-là et qu'on le brûle, on peut faire de l'énergie avec. Mais là, je vous entends penser, vous dites, ben oui, tout à l'heure, elle disait de séquestrer le carbone de l'atmosphère pour régler les problèmes de changement climatique. Puis là, elle nous parle de brûler le bois puis de renvoyer ça dans l'atmosphère. C'est pas même brillant, son affaire est en train de nous mentir. Ben non, je vous mens pas. C'est parce que si vous prenez du carbone qui est dans l'atmosphère, vous le mettez dans la plante, vous le brûlez, vous le renvoyez dans l'atmosphère, c'est une boucle fermée un peu. C'est presque carboneutre. Par contre, si on revient au pétrole du début de la présentation, que vous l'excavez très profondément dans la terre, vous le brûlez, à ce moment-là, vous rajoutez du nouveau carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est toutes des considérations à prendre en compte quand on utilise les phytotechnologies, la phytorémédiation avec les plantes. Alors, il nous reste vraiment beaucoup de chemin à parcourir pour protéger adéquatement notre environnement, mais j'aimerais que tout le monde ici, aujourd'hui, se souvienne que les plantes peuvent jouer un rôle vraiment très important pour nous aider. Je vous remercie beaucoup. Merci, Louise. Merci.